Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Les émotions sont des messagers fondamentaux qui nous permettent de réagir à notre environnement. Mais la complexité du monde moderne et la multiplicité des informations qui y circulent les rendent parfois difficiles à gérer. Pourtant, la peur, la colère ou la tristesse répondent à des nécessités de survie et il suffit parfois de les accepter pour s'en libérer. Et que dire de la joie, qui peut être promue par un carnet de gratitude, ou l'excitation toute particulière qui irradie nos veines lorsqu'on entre en état de flow. Cet état que je connais bien et qui me hérisse les poils à chaque fois que j'enregistre un podcast. Bernard Henselem, médecin en neuropsychologie, auteur et conférencier, fait toute la lumière sur ces ressentis psychophysiologiques qui rythment nos journées, notre rapport aux autres et notre façon d'interagir avec le monde. Malheureusement, il n'avait qu'une heure à me consacrer, mais si tu veux aller plus loin, ses livres sont aussi riches en fondements scientifiques qu'en outils pratiques. Belle écoute! Bonjour Bernard! Bonjour David! Écoute, j'ai l'habitude de commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion. L'idée, c'est que tu me racontes quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine, l'énergie avec laquelle tu viens ce matin, ou à l'inverse, si tu veux déposer quelque chose d'un petit peu négatif pour pas que ça te parasite pendant cette conversation, ça peut également être le moment. Bien écoute, moi j'ai choisi cet été de ne pas prendre de vacances, de rester chez moi. Bon, c'est une région qui est quand même assez agréable, la Savoie, avec des lacs et des montagnes. Et j'ai perçu justement cette énergie de cette région. Et je me suis rendu compte que en fait on pouvait faire des tas de choses qu'on n'avait pas le temps de faire pendant l'année, simplement en choisissant de ne pas bouger, de ne pas aller loin. Et de profiter de ce qu'on n'a pas le temps de profiter toute l'année. Et j'ai découvert cette dimension. Ça m'empêchera pas de voyager pour le plaisir par ailleurs, mais j'ai découvert cette dimension et ça me donne beaucoup d'énergie. Bah écoute, justement, figure-toi que j'étais ce week-end à Bourg-Saint-Maurice, en Savoie, et avec mon ami JB, qui est médecin urgentiste, que j'ai reçu également sur ce podcast. Et on a fait des belles randonnées en montagne. J'ai testé pour la première fois le VTT de descente, qui était un sport à sensation. C'était assez amusant. Et puis on a eu aussi des belles conversations sur plein de sujets, donc c'était vraiment chouette. Et qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de t'intéresser au potentiel humain, d'aider les gens à contrôler leurs émotions, à vivre une vie plus heureuse et plus épanouie? Alors en fait, j'avais pris 2 années sabbatiques pour faire un master de recherche en neurosciences, en neuropsychologie plus exactement. La neuropsychologie, c'est à la fois de la neuro et de la psycho, donc on fait le pont entre les deux déjà. Et en terminant ce master, je me suis rendu compte que c'était un master de recherche. Et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas tellement de mener une recherche de A à Z pendant un an en restant des mois sur des mesures, mais plutôt de colliger, de répertorier tout un travail qui a été fait dans un domaine. Moi, le domaine, c'était les émotions et la prise de décision. Et ça m'a passionné. Et en fait, c'est le travail des autres qui m'intéresse et surtout de le transmettre. De le faire passer aux autres, d'en discuter, de le croiser avec l'expérience des autres, que ce soit des sportifs, des chefs d'entreprise, des patients, des malades, ou des gens comme toi et moi. Donc de croiser cette expérience et de la diffuser, de la partager. Et donc tout naturellement, j'en suis venu à devenir consultant, puisque j'avais eu la chance de pouvoir changer de métier, puisque j'étais donc radiologue, qui était un métier passionnant, mais que j'avais exercé pendant 25 ans, et je voulais passer à autre chose. Et donc, je me suis rendu compte que il y avait des tas de choses à faire passer, que tous ces domaines de recherche étaient complètement mis de côté dans les grands médias, ou alors ils étaient abordés sous un angle bien précis, ponctuel, qui ne permettait pas
de résoudre des problèmes. Donc j'avais envie de partager pour résoudre des problèmes dans le domaine des émotions, de la prise de décision, de l'adaptation au changement, et Dieu sait qu'on a besoin de s'adapter en ce moment, et puis des motivations profondes. Donc des domaines dans lesquels il me semble que la recherche en neuropsychologie peut vraiment apporter des choses. Et donc, c'est ça que j'avais envie de faire. Et donc, je me suis retrouvé consultant et puis j'ai écrit quelques bouquins. Et bon, comme ils ont eu du succès, ben, j'ai eu envie de continuer à travers les articles, les livres et puis les conférences. Mais justement, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ton livre, Ces émotions qui nous contrôlent, c'est que tu es capable de faire le pont entre la science, les études, et donc une approche très systémique, très cartésienne, et en même temps des applications pratiques qui sont faciles à comprendre avec des exemples, etc., qui permettent vraiment d'adapter ces enseignements dans sa vie quotidienne pour améliorer son expérience de vie, pour gérer ses émotions plus efficacement, pour mieux performer. Et d'ailleurs, étant donné qu'on parle d'émotion, est-ce qu'on pourrait peut-être déjà définir ce qu'est une émotion ? Alors ça, c'est un vaste débat. Effectivement, il y a plusieurs définitions des émotions, mais on peut dire que les émotions sont une réaction à ce que l'organisme juge comme important, une information que l'organisme va évaluer comme importante. Donc toutes les informations importantes vont être privilégiées, vont être hiérarchisées, et l'organisme va réagir aux informations les plus importantes. Donc en fait, une émotion, ça sert au départ, dans la vie animale, ça sert à sauver notre peau, tout simplement. Donc, à sauver notre peau, à trouver des ressources, à se reproduire, voilà. Ça, c'est l'émotion animale. Après, chez les humains, c'est un petit peu plus compliqué puisque les humains sont des animaux sociaux, et donc là, il y a toute la relation avec l'autre qui intervient dans l'émotion. Mais au départ, voilà, c'est pour gérer les informations prioritaires. Je crois que c'est la définition la plus simple. Il y a d'autres définitions, mais disons que c'est la définition la plus simple. Donc c'est un messager qui nous permet de comprendre ou d'appréhender une situation et de nous mettre en action, de nous mettre en mouvement pour aller chercher des ressources, ou à l'inverse pour éviter une situation aversive qui potentiellement pourrait être dangereuse. Exactement, je crois que c'est le bon mot, un messager. Oui, c'est un message. Les émotions sont des messages de notre corps par rapport à ce que nous percevons. Nous percevons de l'extérieur quand nous avons une information extérieure, mais ce que nous percevons aussi de l'intérieur quand nous avons une pensée, quand la mémoire nous fait évoquer des choses de notre passé ou de notre futur. Et tu as évoqué la filiation animale de l'émotion et le fait que ce soit un petit peu plus compliqué chez les humains. Est-ce que potentiellement, tu vois, à l'époque paléo, eh ben, nos émotions nous permettaient justement de survivre dans un environnement qui était profondément dangereux. Est-ce que tu penses que, par biais de contraste, le fait de plus avoir de situations réellement dangereuses, de tigres à dents de sable qui se promènent dans nos rues, etc., nous rend beaucoup plus facilement touché et atteint par le stress, par des émotions négatives, parce qu'on n'a plus de référentiel de ce qu'est un réel stress, de ce qu'est une réelle douleur, de ce qu'est un réel problème. Oui, alors ce que tu évoques, c'est effectivement la relativité du stress. Hein. Quand on se protège, ben on va cultiver la peur, et quand on ose, au contraire, on va renforcer notre adaptation, notre résilience. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien établi. Mais on doit rajouter une autre dimension aussi dans la vie courante, c'est la complexité et l'incertitude. C'est-à-dire qu'on a à gérer des situations qui sont infiniment plus complexes que celles de la vie naturelle, et donc on doit prendre des décisions complexes avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress souvent, puisqu'on vient de voir que le stress était relatif, hein, c'est-à-dire que si on a peu de danger réel, on a peu de danger de se faire écraser par une voiture ou de se faire assassiner en traversant la rue, mais par contre, on a des tas de stress dans nos métiers ou dans nos relations. Donc ça, c'est relatif, mais ça prend la place, et donc ça devient important, et ça devient de plus en plus complexe puisque on a de plus en plus d'informations à gérer. On a une accélération de l'information, notamment avec le numérique, mais pas que. Et donc toutes ces informations s'accumulent et vont gérer un stress permanent. Et donc le fait de ne pas avoir de danger physique, enfin relativement peu de danger physique par rapport à nos ancêtres, mais par contre d'avoir beaucoup plus d'informations à gérer, ça crée un stress permanent.
Et est-ce que tu penses que justement ça pourrait valoir le coup de parfois se mettre en danger sans forcément qu'il y ait un risque? Je prendrais pour exemple, le fait d'escalader, tu vois, une paroi en étant bien assuré, donc il n'y a pas un risque d'intégrité physique réel, mais par contre pour le cerveau, il y a un vrai stress pour justement rééquilibrer les choses et permettre de prendre du recul et de tu vois, je pense que c'est des moments. Moi, par exemple, j'ai fait un peu d'alpinisme, j'ai fait quelques sports un petit peu extrêmes comme ça, et à chaque fois, ça m'a reconnecté aux choses qui étaient vraiment importantes dans ma vie, les personnes que j'aime profondément, les actions et les choses que j'aime faire, et ça m'a permis, à l'inverse, de relativiser un tas de petits problèmes, un tas de petits stress qui, en réalité, n'en sont pas et ne devraient pas en être. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, oui, ça permet de hiérarchiser les priorités en fait. Et donc le fait de alors déjà l'exercice physique c'est un grand régulateur hein, de d'émotions et de stress. Souvent, bon, les émotions et le stress se recoupent à 99%. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va employer le vocabulaire stress ou émotion. Ça se recoupe. Hein. C'est pas exactement la même chose, mais ça se recoupe beaucoup. Et donc effectivement, le fait de faire de l'exercice physique, déjà même de la course à pied ou de la natation ou du vélo, c'est déjà un régulateur. En plus, on va avoir donc ce que tu indiques, c'est-à-dire la décharge d'adrénaline, le bon stress, hein, le fait de gérer un sport dit à risque, qui va qui va accaparer toute notre attention, et le fait de dépasser un petit peu ces difficultés va aussi nous permettre d'alimenter notre réseau de la récompense. Hein. Le fait de réaliser quelque chose, c'est une motivation intrinsèque. Le fait d'arriver à dépasser un objectif, à atteindre un objectif, et donc si l'objectif a un peu de risque, c'est encore plus satisfaisant pour le cerveau. Donc ça, ce sont des éléments qui comptent énormément. Et donc là, on arrive sur la notion de ce qu'on appelle la notion de flow, hein, qui a été mise en place par Csikszentmihalyi, un psychologue qui a disparu récemment. Et donc cette notion de flow, c'est que notre cerveau va être captivé par ce que l'on fait, et on va avoir une impression de maîtrise. Mais il faut pas que ça soit trop facile. Faut qu'il y ait quand même une difficulté, mais en même temps qu'on puisse maîtriser le sujet. Et donc là, notre cerveau est complètement captif. On est pris par cette activité, et on peut y passer des heures. On peut s'oublier soi pour passer des heures à maîtriser cette activité. Ça peut arriver pour des sportifs, ça peut arriver pour des musiciens, pour des chefs d'entreprise, enfin pour des tas d'activités même professionnelles. Et à partir du moment où on est intéressé et captivé par ce que l'on fait, donc ça aussi c'est le secret, c'est d'avoir envie de trouver ce qui nous motive, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous enthousiasme. Et justement, tu vois, cet état de flow, il est hyper grisant parce que tu as l'impression d'une hyper connexion de tes sens, une hyper réactivité de ton cerveau. Tu te sens extrêmement, extrêmement efficace, puis comme si tout se mettait en place parfaitement, comme un puzzle parfait, tu vois. Et donc, on aimerait bien le retrouver, et pour autant, en général, c'est un petit peu magique, tu vois. C'est un peu, enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à contrôler les éléments qui me permettent d'entrer dans cet état de flow. Est-ce que toi, tu as des petits hacks, des petites techniques qui te permettent de le favoriser, outre la passion? Alors des techniques non, mais par contre des situations oui, c'est-à-dire que ce flow, il faut que il faut maîtriser quand même une certaine difficulté, donc il faut avoir une certaine pratique. Hein. Quand on est débutant dans une activité, on va pas être dans le flow, au contraire, on va être dans l'apprentissage. Donc là, c'est un effort, c'est différent. Par contre, quand on maîtrise une technique, que ce soit une technique sportive, ou une technique artistique ou une technique professionnelle, là, on va pouvoir avoir les conditions pour maîtriser pour rentrer dans cet état un petit peu second qui est le flow. Donc ça peut être en groupe, ça peut être en équipe, ou ça peut être seul. Moi personnellement, je me rappelle d'expériences comme ça, de descente en poudreuse où c'était magique, et on avait l'impression de plus être humain, quoi, de voler sur la neige. Mais ça peut être aussi sur l'eau, sur la route. Enfin bon, peu importe le cadre. À partir du moment où on se sent
en communion avec l'environnement, avec la nature ou avec l'environnement. Ça peut être un boulanger qui crée une œuvre, un gâteau. Ça peut être un forgeron. Enfin, ça peut être n'importe quelle activité humaine. À partir du moment où on s'investit, donc tu disais la passion effectivement, mais aussi la maîtrise et puis l'envie de progresser. J'ai la sensation que c'est quand même assez lié avec le fait d'être vraiment et profondément aligné avec soi-même et d'utiliser à bon escient ses compétences et ce qu'on sait faire justement, et peut-être même dans une notion de partage, même si on pourrait très bien l'imaginer de façon solitaire. Et du coup, ça me fait penser peut-être que une des causes de stress, c'est peut-être aussi qu'on fait plein d'actions et plein d'activités qui en réalité sont pas en adéquation avec notre monde intérieur, avec ce qui nous plaît vraiment, avec ce qui nous apporte du bonheur et avec nos intelligences réelles et qui sont multiples. Oui, alors c'est toujours un équilibre entre être dans sa zone où on est vraiment bien, où on se sent vraiment bien, qu'on pourrait appeler la zone de sécurité, et puis toujours progresser et se mettre un petit peu en stress pour arriver à faire des choses nouvelles et avancer. Donc il y a toujours cet équilibre entre les deux. Et c'est pour ça que le flow est un instant éphémère, parce que il faut trouver cet équilibre et que cet équilibre est par définition instable. Si on est trop dans la maîtrise, on va avoir ce que les psychologues appellent une habituation. En français, c'est l'ennui, tout simplement. C'est-à-dire que si on fait trop quelque chose qu'on fait bien, mais qu'on est trop dans une zone de sécurité, on va finir par s'ennuyer. À l'inverse, si on est trop dans la progression, c'est très bien parce qu'on a l'impression d'avancer, mais par contre, on est dans un stress permanent. Et comme tu le disais, ça peut être dans trop de directions différentes. Et quelquefois, il faut arriver à trouver ce chemin vers une direction bien précise. Et je dis toujours, ça peut être dans le cadre des loisirs ou du sport ou de l'art, mais c'est aussi au niveau professionnel. Hein. Dans le niveau professionnel, on peut trouver ce flow, on peut trouver cet équilibre entre le fait de se mettre un petit peu en danger, entre guillemets, pour progresser, et d'autre part, le fait de maîtriser quelque chose pour pouvoir s'exprimer. Et donc, effectivement, se retrouver avec soi en accord avec son authenticité et ses besoins profonds. Effectivement, et c'est intéressant quand tu dis qu'on peut aller trop loin justement dans cette quête du toujours plus. Ça me fait penser à un autre épisode que j'ai enregistré avec Éric Lacroix, qui est un ultra-trailer et un compétiteur de haut niveau. Et malgré le volume de sport qu'il faisait, en contact avec la nature qui plus est, il a fait un infarctus à 45 ans. Et en fait, il a relié ça assez directement au stress, parce que justement il était d'une part dans l'angoisse de la performance, de toujours en vouloir plus, etc. Et puis en plus il menait cette vie en parallèle d'un travail, etc. Et donc au final il épuisait sans cesse son organisme sans lui laisser le temps de récupérer. Alors effectivement, il y a ouais, vas-y. Il y a un certain nombre de personnes qui, elles, vont dépasser leurs possibilités. Bon, la plupart des gens s'arrêtent avant, mais effectivement, ces gens qui sont dans la performance peuvent des fois dépasser. Et ça rejoint le burn-out des gens qui veulent trop bien faire dans leur travail aussi. Hein, le burn-out, c'est pas une maladie des gens dépressifs, c'est une maladie au contraire des battants, des gens qui veulent progresser, qui veulent réussir dans leur métier. Et donc là, ce que tu me dis m'évoque aussi le burn-out professionnel. Et ces gens-là, effectivement, eux, ils sont dans le balancier, l'équilibre entre la performance d'un côté et la maîtrise de l'autre. Eux, ils sont passés carrément de trop dans la performance et ils épuisent leur organisme. Alors ça peut être un épuisement physique, comme dans le cas que tu évoques, ou ça peut être un épuisement mental, comme dans le cas du burn-out. Mais donc ces gens-là, ils ont trop, en fait, sont des gens qui ont trop de plaisir à progresser. Ils ont trop de motivation. La plupart des gens n'ont pas assez de motivation, que ce soit dans leur métier ou dans leur activité sportive. Mais une minorité de gens, au contraire, ont trop de motivation. Et ces gens-là, effectivement, ne perçoivent pas les signaux d'alerte que leur envoie le corps. Et les émotions sont des signaux d'alerte qu'envoie le corps. Donc, il est important d'avoir cette intelligence émotionnelle pour percevoir ces signaux
qu'envoie le corps pour nous dire, là, on arrive de la limite. Et tu as évoqué justement tout à l'heure que le fait de se dépasser, entre guillemets, de sortir de sa zone de confort, de sécurité et d'atteindre de nouveaux objectifs, participer à l'épanouissement personnel et donc au bonheur. Et là, tu viens d'évoquer le fait que certaines personnes, à l'inverse, manquent de motivation pour justement sortir de cette zone et puis chercher une expérience de vie un petit peu plus intense. Comment est-ce que tu pourrais justement leur donner envie d'en faire un petit peu plus ? Ça, c'est effectivement la majorité. Bon, une minorité de personnes ont trop de motivation, mais le problème le plus fréquent, c'est plutôt le manque de motivation, et notamment au travail, parce qu'on perçoit le travail comme quelque chose d'utilitaire et qui est là pour apporter un salaire à la fin du mois. Et donc là, c'est là que commencent les ennuis, parce que ça devient un fardeau. Ça devient un fardeau, et avec le temps, ça devient un fardeau toujours plus lourd. Alors que si on arrive à trouver le point d'intérêt dans notre travail, c'est plus facile dans les loisirs, puisqu'on les choisit. Donc on choisit ce qui nous plaît, bien entendu. Mais dans le travail, on choisit pas. Donc là, c'est plus, enfin, à part quelques personnes privilégiées comme toi et moi qui pouvons choisir notre activité, la plupart des gens ne choisissent pas. Et donc là, c'est imposé. Et donc là, il faut arriver à trouver ce qui nous intéresse dans un métier où les conditions sont imposées. Donc c'est pas évident, mais c'est faisable. C'est-à-dire que quand on a une activité, on a l'impression de pas avoir le choix, puisque quand on est salarié, on a des tas de contraintes, donc on a l'impression de pas avoir le choix, mais on a toujours un choix quelque part. On a toujours un choix de développer telle ou telle partie de notre activité, de développer telle ou telle relation, de développer tel ou tel objectif, et donc on a toujours une marge de choix. Et ça, c'est un psychiatre qui avait vécu dans les camps de concentration qui nous apprend ça, Viktor Frankl. Il nous dit que même dans les conditions les plus horribles, on a toujours une petite partie de choix, ne serait-ce que de penser ou d'agir à notre niveau. Donc, on peut arriver à trouver des motivations, même dans la contrainte. Même dans la contrainte, on peut trouver des motivations qui correspondent à notre authenticité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont préférer être dans la sécurité, qui sont des gens qui sont un petit peu perfectionnistes, qui vont préférer être dans la sécurité des chiffres et du contrôle des processus, et d'autres qui au contraire vont être plus dans la relation humaine, plus dans la création, dans l'imagination. Donc on peut arriver à trouver des motivations, et ces motivations, pour les trouver, pour répondre à ta question, eh bien, il faut se connaître soi-même. Et se connaître soi-même, ça a l'air d'être une banalité, mais c'est pas du tout banal. En fait, c'est assez complexe, parce que quand on cherche quelles sont nos motivations, on va tomber sur des motivations superficielles, c'est-à-dire être en vacances, faire ce qui nous plaît, manger, boire, dormir, s'amuser. Donc ça, c'est les motivations extérieures, qui nous viennent à l'esprit en premier. Mais en fait, les motivations qui sont les plus intéressantes pour nous sont nos motivations internes, ce qu'on appelle les motivations intrinsèques. Et elles sont d'après les modèles actuels en psychologie, elles sont de 3 sortes. Il y a le fait de créer du lien, de l'affect, de l'appartenance à un groupe, que ce soit un couple, un groupe d'amis ou une entreprise ou un pays. Il y a le deuxième, c'est le fait de progresser en compétences, d'apprendre des choses, de comprendre le monde, de décrypter, d'arriver à progresser dans un domaine. Et la troisième, c'est l'autonomie, c'est-à-dire de pouvoir faire ce que l'on a envie de faire. C'est l'artisan, c'est le fait de terminer un dossier, le fait de faire une activité physique. Donc là, c'est notre autonomie de choisir ce que l'on veut faire. Voilà, si on a ces 3 domaines, c'est-à-dire au moins un de ces 3 domaines, c'est-à-dire appartenir à un groupe, progresser en compétences et en connaissances, et troisièmement, pouvoir faire une activité qui nous plaît, eh bien, on arrive à trouver des motivations qui sont vraiment solides, qui sont bien plus solides que la motivation de s'acheter une glace ou de boire une bouteille de whisky, par exemple. Et donc on arrive à trouver ces motivations en nous, et non pas en fonction des contraintes extérieures. Et ça, c'est très important, parce que ça nous change la vie. Et justement, dans
dans cette possibilité de choix et notamment de faire quelque chose qui est profondément aligné avec nous-mêmes et qui nous permettra d'avoir une motivation intrinsèque plutôt qu'extrinsèque, c'est-à-dire simplement avoir le plaisir de partager ses compétences et un domaine qui nous passionne plutôt que de travailler seulement pour un salaire. On peut être tenté de changer de métier ou de créer sa propre activité et il y a peut-être pas mal de personnes qui se confrontent alors à la peur de l'échec. Comment est-ce que tu peux les aider à surmonter cette peur ? Alors, en fait, on a dans notre, moi, ce que je raisonne en neuropsychologue, le cerveau a à la fois, on a tous les mêmes principes et les mêmes grandes fonctions du cerveau, hein, mais chacun va être différent, bien entendu. On va pas être stimulé par les mêmes choses, on va pas, notre réseau de la récompense va pas être alimenté par les mêmes choses. Pour certains, ça va être le fait de sortir de leur routine va être une source de stress intense. Et donc ces gens-là, eux, on va pas leur conseiller de se lancer dans une activité individuelle, puisque bon, il y a le salariat a des contraintes, mais pour ces personnes-là, ce sera quand même sécurisant. Par contre, pour une autre partie de la population, le fait, les contraintes du salariat sont extrêmement lourdes, et par contre, ils ont envie de se réaliser, de se retrouver, d'être plus authentiques. Et donc ces gens-là, donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de trouver quelles sont leurs vraies motivations, qu'est-ce qui les fait bouger, qu'est-ce qui leur donne envie de se lever le matin. Et donc, s'ils les ont trouvés, donc ils auront le moteur. Mais le moteur, c'est pas suffisant. Après, comme tu dis, il y a des risques, l'activité individuelle comporte un certain nombre de risques. Ça met du temps à démarrer aussi, donc il faut prévoir à l'avance les conditions matérielles. Hein. Il faut pas se jeter dans le vide et puis ensuite vérifier qu'on a un parachute. Mais d'abord apprendre le parachutisme ou l'aile volante avant de se jeter. Et puis à partir de là, on va pouvoir manager entre la prise de risque et puis la réalisation de soi. Donc c'est un équilibre à trouver là aussi. Sachant qu'il faut accepter aussi qu'il y a les aléas, hein, il y a des soubresauts et que à partir du moment où on choisit une activité individuelle autonome, eh ben on aura des aléas, mais ces aléas font partie pas des joies, mais disons que des défis de chaque entrepreneur. Et donc ces aléas vont être des stimulants aussi, hein. Si on les prend de la bonne façon, c'est-à-dire que si on est capable de les prendre comme des défis plutôt que comme des fardeaux, eh bien on va pouvoir mieux les gérer avec moins de stress. Puis il y a probablement aussi le fait que on a tendance à résumer notre image de soi à notre travail, à notre réussite professionnelle. Or, c'est juste une des fondations de nos vies et on pourrait citer aussi le lien social, le sport, le fait de faire des activités qui nous plaisent, etc. Et je pense que quand tu as une vie qui est suffisamment diversifiée, suffisamment développée sur plusieurs strates différentes, et ben même si tu subis des aléas dans ton travail, que tu sois entrepreneur ou salarié d'ailleurs, t'as beaucoup plus facile à les supporter parce que tu peux te reposer sur d'autres piliers. Voilà, Par contre, si tu donnes tout à ton travail, qu'il n'y a que ça pour toi qui existe, tu trouves ton sens et ta réalisation personnelle dans ton travail. Et là, dès que ça part en live, eh ben, tu arrives plus à faire face. Oui, alors effectivement, la façon de réguler ses émotions, c'est effectivement d'avoir des activités, qu'elles soient physiques ou mentales. Hein. C'est une façon de réguler ses émotions. C'est une façon extrêmement efficace. Et donc, plus on a de cordes à son arc, et effectivement, plus on a de chances de mieux traverser les périodes difficiles. Donc, ce que tu dis est tout à fait pertinent. Mais il faut aussi, il y a certaines personnes qui elles, ne se réalise que dans un seul domaine. Et bon, ça c'est la plasticité et la variabilité des profils. Et donc il y a des gens qui eux vont préférer. Alors effectivement, ces gens-là, quand ça fonctionne pas, ils vont être mal. Mais ils vont en général dans leur activité professionnelle, ils ont aussi plusieurs activités à l'intérieur de leur activité professionnelle. C'est-à-dire que des gens peuvent s'équilibrer par l'activité sportive, physique ou artistique, et d'autres, au contraire, vont avoir plusieurs activités professionnelles et avoir une vie extérieure assez limitée, mais être complètement épanoui aussi, sachant qu'il faut toujours garder une activité physique. L'activité physique, c'est quelque chose de fondamental pour le bien-être à la fois mental et physique. Hein. Quelqu'un qui ne ferait
qui travaillerait 10 ou 12 heures par jour devant son écran, au bout d'un certain temps, il y aura des séquelles. Donc quelqu'un qui serait uniquement sur des métiers intellectuels et qui délaisserait complètement le mouvement et l'expression de son animalité, courrait d'une façon ou d'une autre, outre les problèmes de santé qui ont déjà été évoqués de nombreuses fois sur ce podcast, a potentiellement un mal-être, une dépression, ou en tout cas un manque de bonheur. Alors, en théorie, il pourrait être complètement épanoui par son activité si ça correspond à son authenticité, à ses besoins, ses aspirations. Donc ça, c'est possible. Mais par contre, du côté organique, physiologique, il lui manque quelque chose. Le corps n'est pas fait pour rester assis pendant 18 heures par jour et dormir 6 heures par jour. Ça fonctionne pas. Donc, au bout d'un certain temps, il y a un truc qui va pas fonctionner. Ça pourrait être un problème de dos, ça pourrait être un problème d'estomac, ça pourrait être un problème de burn-out. Enfin, à un moment donné, il y a un truc qui va dérailler si on ne fait qu'une seule activité. Donc, il faut trouver. Même, moi, je cite souvent cet exemple. Les traders qui travaillent 18 heures par jour et qui dorment 6 heures par jour, ils se gardent en général, une petite plage d'une demi-heure ou d'une heure pour faire du sport sur leur lieu même de travail. Ils ont une salle de sport pour extérioriser cette énergie qu'ils ont accumulée, ce stress qui a produit du cortisol. Ils se gardent cette petite part, même alors qu'ils sont complètement débordés de boulot, ils se gardent quand même une demi-heure ou une heure pour faire de l'exercice physique. Et ça veut dire aussi qu'on différencie le stock d'énergie mentale, cognitive, du stock d'énergie physique. Je dis ça parce que tout à l'heure, tu disais que tu pouvais faire un burn-out dans ton travail, donc plutôt intellectuel, ou un burn-out physique si tu dépasses tes capacités de récupération physique. Et donc là, ce que tu dis, c'est que pour autant, les deux se cumulent pas. Et donc, tu as besoin de trouver un équilibre à la fois sur justement ta dépense énergétique physique et ta dépense énergétique mentale, quoi. Oui, tout à fait. En fait, le corps va produire du cortisol pour réagir face au stress. Donc, ce cortisol va produire une tension dans l'organisme, et cette tension a besoin cette accumulation d'énergie. Notamment, il y a du sucre, de la tension artérielle, l'augmentation de la fréquence cardiaque. Enfin, tous ces éléments qui nous servent à préparer le corps à l'action, s'ils ne sont pas mis en action, donc ça va provoquer une accumulation du stress, et on a besoin d'utiliser cette énergie qui a été libérée par nos hormones pour une activité physique. L'activité mentale consomme un peu d'énergie, mais c'est pas suffisant. Donc le corps a besoin d'extérioriser cette accumulation d'énergie. Donc il faut du physique et pas uniquement de l'effort mental, effectivement. En fait, si on se replace dans les fondements de notre biologie, de notre physiologie, ce que tu dis, c'est que le cortisol, à la base, il a été sécrété pour mettre le corps en action, pour lui permettre de combattre ou de fuir s'il était attaqué par un animal sauvage, etc., dans la nature. Et donc maintenant, les stress qui sont des stress cognitifs génèrent les mêmes effets, les mêmes voies adaptatives physiologiques qui ont tendance à augmenter notre fréquence cardiaque, la dilatation des pupilles, etc., pour nous permettre de réagir. Et si on l'utilise pas si on décharge pas, si on purge pas tout ça, ça s'accumule et on rentre dans un cercle vicieux hyper délétère, quoi. Voilà, c'est exactement ça. À force d'activer ce cortisol, les cellules vont être de moins en moins réceptives à ce cortisol, et donc l'inflammation, de façon paradoxale, normalement le cortisol c'est un anti-inflammatoire, mais de façon paradoxale, les cellules ne vont plus réagir au cortisol et vont petit à petit devenir plus sensible aux facteurs d'inflammation, que ce soit au niveau des vaisseaux, que ce soit au niveau des neurones, que ce soit au niveau de l'estomac, de l'acidité gastrique. Enfin, tout ça va petit à petit s'accumuler, et c'est cette inflammation qui va rendre malade sous une forme ou sous une autre. Donc faites de l'exercice. Et est-ce que tu vois d'autres outils? Ouais. Oui, bien sûr. Parfois il y a un petit décalage, c'est pour ça que je parle sur toi.
Mais est-ce que tu vois d'autres outils efficaces justement pour cette gestion du stress, comme par exemple la respiration, la méditation, le fait de se promener en nature? J'avais lu des études notamment qui montraient que le simple fait de regarder par la fenêtre et de voir des arbres diminuait à la fois le stress, augmentait la productivité et diminuait même les facteurs inflammatoires dans le corps. Oui, 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 il y a des tas d'études qui montrent ça très bien, notamment des études japonaises. Et donc, le fait d'être entouré par un univers naturel va avoir un effet anti-stress. Le fait de ralentir sa respiration aussi va avoir un effet anti-stress quasi immédiat, c'est-à-dire en 3 à 4 minutes. Le fait de faire de la pleine conscience, c'est-à-dire de revenir au présent et de ne pas se laisser embarquer par ses anticipations, son anxiété, va aussi avoir un effet anti-stress. Et par contre, le point de départ, et là j'assiste souvent là-dessus, chaque fois qu'on parle de régulation des émotions, c'est le premier point qui détermine tous les autres, ça va être l'acceptation des émotions. Pourquoi l'acceptation? Parce que en fait, une émotion quand elle arrive, on ne peut pas la supprimer. Donc les gens qui essayent de se dire, ben, je devrais me contenir, je devrais me raisonner, n'y arrivent pas, tout simplement parce que c'est physiologiquement pas possible. On peut, de la même façon qu'on peut pas décider de sa tension artérielle, on peut pas décider de supprimer une peur ou une colère quand elle arrive. Par contre, on peut la réguler après par les pensées ou par l'activité physique ou par des tas de stratégies dont on vient de parler. Mais au départ, il faut l'accepter. C'est la première étape. À partir du moment où on l'accepte, on rend son cerveau disponible pour d'autres stratégies, pour choisir celle qui nous convient le mieux sur le moment. Mais tant qu'on l'a pas accepté, on va être dans la lutte. Et cette lutte est perdue d'avance. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens se mettent en échec parce qu'ils se disent je dois contrôler mon anxiété. Et ils n'y arrivent pas. Donc l'anxiété, c'est de la peur du futur. Donc ils n'arrivent pas à contrôler cette anxiété. Ils se mettent en échec. Donc ça va encore alimenter encore plus. Ils rentrent dans un cercle vicieux. Le fait de ne pas arriver à contrôler cette anxiété les rend encore plus anxieux. Et donc tant qu'ils n'acceptent pas, ils vont pas être prêts à mettre en place une stratégie comme de la pleine conscience, du contrôle respiratoire, l'exposition à la nature ou de l'activité physique, parce qu'ils sont en lutte. Ils sont en lutte et cette lutte, elle est perdue d'avance. Donc la première étape, c'est accepter ces émotions. Accepter, c'est tout simple, hein. C'est-à-dire dire je n'ai pas le choix, j'accepte cette émotion comme une vague qui va me submerger, mais je sais que la vague va repartir. Donc j'accepte d'être submergé pendant quelques secondes ou quelques minutes par une émotion, je la ressens et après ça me permet de la laisser repartir. Alors que si je ne l'accepte pas, je vais pas être prêt à utiliser les autres stratégies. Donc c'est le premier temps. Le premier temps, c'est d'accepter ces émotions. Ça, c'est très important. Et après, les stratégies, ça peut être des stratégies physiques comme le sport, l'activité physique, ou s'occuper dans une tâche bien précise, ou ça peut être des stratégies mentales, c'est-à-dire apprendre à voir les choses d'une autre façon. En psychothérapie, on appelle ça la réévaluation cognitive, mais on peut l'appeler d'un mot beaucoup plus simple, c'est-à-dire de voir les choses sous un angle différent qui nous est plus favorable. Par exemple, si j'attends une information anxiogène, un résultat d'un examen de santé, par exemple, eh bien, au lieu de me dire, d'imaginer toutes les catastrophes possibles, eh bien, je vais simplement me dire sur quoi est-ce que j'ai du pouvoir? Est-ce que je peux agir actuellement sur ces choses-là ou pas? Si je peux pas agir, c'est pas la peine d'essayer d'imaginer tous les scénarios catastrophes, ça ne va faire qu'aggraver les choses. Donc j'accepte ce que je ne peux pas contrôler. Par contre, si j'ai du contrôle sur les choses, là j'agis. Et si j'agis, le stress disparaît. Ça me fait penser à une citation, ça, je crois que c'est de Marc Aurèle qui dit Donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce qui peut l'être, et surtout la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Oui, c'est inspiré des stoïciens. C'est une façon de voir les choses qui est beaucoup moins anxiogène, c'est-à-dire ce sur quoi je peux agir, là j'agis, et sur ce sur quoi je ne peux pas agir, je l'accepte. Effectivement, c'est connu depuis des siècles. Il y a la sagesse bouddhiste aussi qui dit à peu près la même chose, hein. Mais effectivement, cette citation de Marc Aurèle, je trouve qu'elle est très constructive. Elle nous aide à évacuer pas mal de stress.
Et donc, si on passe pas par cette phase d'acceptation, on va rentrer dans la rumination. Et j'imagine que la rumination, en fait, c'est un cercle vicieux parce qu'on va continuer à sécréter en boucle des hormones du stress, donc du cortisol, pardon, de la noradrénaline, etc., qui sont hyper aversives. Et en fait, c'est comme si on régénérait à chaque fois l'émotion initiale plutôt que de s'en libérer. Donc, donc la première chose, comme tu disais, c'est si je suis en colère contre quelqu'un, c'est d'abord soi-même avec soi-même dans son intimité se dire ok, c'est normal que je sois en colère dans cette situation. Donc, plutôt que de la combattre, accepter l'émotion. Et puis après, donc tu disais qu'il y avait une stratégie qui était la réévaluation. Par exemple, de se dire que c'est pas si grave d'être en colère dans ce contexte-là. C'est plutôt ça. Oui, alors et après, il me semble que tu avais parlé aussi peut-être de la visualisation. Ouais. Alors, avant de parler de l'imagerie mentale, pour la réévaluation, il y a plusieurs. J'ai donné un exemple de réévaluation avec donc cette façon de penser stoïcienne, hein, sur quoi j'ai du pouvoir et sur quoi je n'ai pas de pouvoir. Mais il y a une autre façon de réévaluer les choses, c'est de prendre de la distance, de se dire bon, c'est normal que je sois en colère contre cette personne. Je vais pas non plus en faire toute une histoire. J'accepte ma colère et puis je passe à autre chose. Et puis il y a une autre façon aussi de réévaluer les choses, ça va être de se mettre à la place de l'autre et de se dire bon, s'il a fait quelque chose que je trouve pas acceptable, lui il a ses propres problèmes, il a son propre contexte, il a peut-être pas vu les choses de la même façon que moi. Ça permet déjà de faire tomber ma colère, mais ça n'excuse pas son attitude. Pas de se soumettre ou de tout accepter des autres, hein, mais simplement ça permet de mieux comprendre et donc de faire baisser sa propre tension émotionnelle personnelle. Et puis donc il y a une autre stratégie que tu viens d'évoquer, c'est enfin je pense que c'est ce que tu voulais dire, hein, c'est l'imagerie mentale, c'est-à-dire de se projeter dans un univers émotionnellement favorable, c'est-à-dire se projeter, par exemple, le sportif va se projeter dans le geste idéal. La personne qui va faire une intervention en public, qui va parler en public, va se projeter dans ce qu'elle a envie de dire. Quand on est dans une situation désagréable, par exemple, on est dans le métro bondé, il y a plein de personnes autour de soi, c'est pas très agréable. On va se projeter au bord d'un rivage, on voit les vagues, on voit le soleil, etc. Donc ça, c'est de l'imagerie mentale, et ça permet de chasser une émotion en invitant une émotion positive. Donc donc ça, c'est Spinoza qui disait qu'on ne peut remplacer un sentiment que par un autre sentiment plus fort. Il avait raison. Et donc si on veut chasser une émotion, c'est pas en essayant de l'étouffer, puisque ça marche pas. Par contre, c'est en la remplaçant par une autre émotion positive qui elle va permettre de mettre à distance l'émotion désagréable. Et sur la réévaluation, tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant également, c'est cette capacité entre guillemets d'empathie et de comprendre qu'en réalité, on a chacun nos propres schémas de pensée, notre propre prisme de pensée, on vit chacun dans notre aquarium et eu égard à ce qu'on a vécu, à nos expériences passées, à notre enfance, à nos connaissances, à nos apprentissages, et donc on a tous en fait une vision du monde différente. Et on a peut-être le biais parfois de penser que il y a qu'une seule vérité, qu'il y a qu'une seule réalité, et que moi j'ai raison et donc l'autre il peut pas avoir raison aussi. Alors qu'en réalité, sa réalité peut être différente de la tienne et donc les deux peuvent avoir raison malgré un avis différent. Voilà, l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre, c'est quelque chose de fondamental, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie affective, dans toutes nos relations. Et ça permet justement d'une part de faire baisser ses propres tensions et d'autre part de mieux comprendre l'autre et donc d'avoir de meilleures relations, de meilleurs échanges avec l'autre, même si on n'est pas d'accord avec cette autre personne. Hein. Moi, chaque fois que j'entends quelqu'un qui émet une idée qui me choque, ma première réaction, c'est une réaction agressive en disant on peut pas penser un truc pareil. Mais la deuxième réaction, c'est de me dire s'il pense ça, c'est parce qu'il a un autre système de valeurs et qu'il a un autre vécu. Ça veut pas dire que je vais adhérer à ce qu'il dit, mais par contre, je vais pouvoir l'aborder d'une façon beaucoup plus détachée, beaucoup moins
agressive, et donc je peux avoir des échanges beaucoup plus intéressants avec cette personne, même si ce qu'elle dit va me heurter. Mmh. Mais d'ailleurs, on en parlait un petit peu en intro de Guillaume Mathias de la formation BMO, que j'ai reçu aussi sur ce podcast. Et puis j'ai suivi sa formation qui est juste incroyable et passionnante. Et il appelle ça en fait l'esprit critique, qui est que dès qu'une information vient attaquer ou invalider notre cohérence, notre réalité, notre monde de pensée, eh bien, le cerveau, il se met en mode sécurité et défense. Et si cette information est cohérente, mais qu'elle demande trop d'énergie à notre cerveau pour être intégrée, elle va être rejetée en bloc. Par contre, si elle est cohérente et que elle demande pas trop d'énergie, là, on pourra l'accepter. Et on comprend par là que quelqu'un qui partagerait quelque chose qui est vraiment trop à l'opposé de notre système de croyance, eh ben, notre réaction par défaut, ça va être de le rejeter parce que le cerveau est fait pour l'économie d'énergie et que ça lui demanderait trop de glucose, d'essayer de comprendre ça, et surtout, ça remettrait en cause tout son monde de cohérence qui deviendrait du coup incohérent, et le cerveau déteste l'incohérence parce que justement c'est source de noradrénaline et de cortisol. Et il y a une autre émotion sur laquelle j'aimerais bien avoir ton avis, c'est l'épuisement. Bien évidemment, l'idée c'est pas d'aller dans le burn-out, mais je me suis lancé un défi pour l'année prochaine, qui est une Spartan Ultra. Ça fait 50-60 km avec plus ou moins 5000 mètres de dénivelé et 60 obstacles. C'est une course qui dure 10-12 heures, donc plutôt fatigant. Comment est-ce que tu fais pour surmonter ce moment où ton corps il dit stop, j'en peux plus, j'ai plus envie d'avancer, et malgré tout te dépasser? Oui, alors la stratégie des petits pas dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de sortir de sa zone de confort pour progresser petit à petit, ça fonctionne jusqu'à un certain niveau. Mais quand on doit se dépasser vraiment dans un objectif, eh ben si on s'écoute trop, effectivement, on le dépasse jamais ce niveau-là, parce que là, notre corps nous dit stop. Donc, alors là, toute la finesse va être de pouvoir se faire du mal, se faire souffrir pour progresser encore, mais sans aller trop loin pour ne pas se cramer, justement. Et donc là, ça nécessite de l'intelligence émotionnelle, puisque il faut quand même se faire un peu mal, et pour se faire un petit peu mal, il faut avoir cette motivation dont on parlait avant, c'est-à-dire que on a envie d'atteindre un but, tu t'es donné un but, donc ce but il correspond à tes aspirations profondes, puisque tu as vraiment envie de le faire. Mais donc pour ça, il va falloir se faire un peu mal. Donc tu as l'énergie pour le faire, mais par contre, faut pas aller trop loin, parce que si tu vas trop loin, bah tu vas épuiser ton corps, et là à un moment donné, tu vas dire bon, j'en ai marre, j'arrête tout. Donc c'est dommage. Donc il faut arriver à se faire quand même un peu mal pour sortir de cette zone de confort, mais sans non plus dépasser. Donc c'est toujours une crête, un sommet, un chemin de crête qui est assez étroit, sur lequel il faut arriver. Et c'est là que l'intelligence émotionnelle est importante, parce que elle doit nous permettre d'une part d'accepter notre douleur pour progresser, mais en même temps de ressentir les signaux du corps pour dire, bah, à un moment donné, là, on n'est plus dans le fait de la souffrance qui nous fait progresser, mais on est carrément dans la souffrance qui va nous arrêter. Oui, donc malgré tout, on en revient un petit peu à cette connexion avec le corps, avec nos sensations, etc., qu'on a peut-être tendance à perdre dans le monde moderne, qui est justement rempli de distractions, où l'économie de l'attention l'attention est tellement sursollicitée qu'on perd complètement cette écoute de soi, cette écoute de nos besoins profonds, et la capacité de prendre du temps pour perdre du temps, la capacité de simplement admirer un beau paysage, une belle fleur sur le chemin. D'ailleurs, je me souviens que tu en parlais dans ton livre, cette pratique de la gratitude, le fait de remarquer, de constater et d'écrire tout ce pourquoi on pouvait ressentir de la gratitude, avait des avantages à la fois pour être plus heureux et mieux gérer nos émotions, mais permettait aussi de peut-être faire plus attention à nos journées, à tous ces petits détails qui les rendent belles, plutôt que de les traverser à toute vitesse sans savoir ce qui s'est passé. Oui, souvent on s'arrête dans un café pour boire un café, mais on pense même pas au café qu'on boit, quoi. C'est-à-dire, on va penser à ce qu'on doit faire dans la journée. Cette pause va être vampirisée par nos anxiétés. Alors qu'en fait, si on s'assoit pour se poser 5 minutes, bah c'est vraiment pour se poser. Et donc, le fait de boire un café, déjà, on peut simplement penser que on est bien, on a une terrasse de café, on a 5 minutes où on va en profiter de ces 5 minutes. On va penser que si ce café est là, c'est déjà parce qu'il y a une personne qui nous l'a amené. Il y a des gens qui ont
ont cultivé le café, il y en a d'autres qui l'ont transporté, il y en a d'autres qui l'ont amené jusqu'au débit de boisson, etc. Enfin, il y a toute une chaîne de gens qui ont fait leur boulot. On peut penser à des tas de choses très agréables au moment de cette pause, plutôt que de penser d'anticiper tous les soucis de la journée. Donc ça, c'est un élément. Et puis tout à l'heure, tu parlais aussi tu disais, tu avais un objectif, tu voulais le dépasser, donc cet ultra trail, je sais plus comment il s'appelle là. Donc je voulais revenir dessus aussi. Parce que c'est vraiment le parallèle avec le burn-out, c'est-à-dire que les épuisements sont vraiment, c'est une pathologie des gens qui veulent trop bien faire. On veut trop bien faire, que ce soit dans notre boulot ou dans le sport. Des fois, on veut trop bien faire et on va dépasser les capacités de notre corps. Il faut simplement, en fait, les gens qui vont le plus loin ou qui vont le plus haut, qui grimpent les plus hautes montagnes ou qui font des marathons ou des ultra-trails, c'est pas les gens qui veulent progresser le plus vite, parce que si on progresse trop vite, on se crame. C'est des gens qui veulent progresser pendant plus longtemps, ils sont plus persévérants. Donc c'est ça. Tous les bouquins de success story vous disent la même chose. C'est parce que je voulais plus y arriver. C'est parce que j'ai été plus persévérant que j'ai réussi à monter mon entreprise. J'ai dépassé tous les obstacles. J'ai fait faillite. Je suis remonté. Enfin, on a tous lu ces success stories. Les histoires de Steve Jobs, de n'importe quel, voilà. C'est des gens qui sont persévérants. Ils sont talentueux, bien sûr, mais ils sont d'abord persévérants. Et si on veut arriver à faire un ultra trail, il faut pas arriver en voulant déplacer les montagnes. Non, il faut se dire, à un moment donné, mon corps va me dire stop, je vais l'écouter, mais après, je suis endurant, je suis persévérant, je vais revenir et petit à petit, je vais y arriver. Si on veut aller trop vite, c'est le burn-out ou c'est l'entorse ou c'est le mal de dos ou c'est le claquage. Ça me fait penser là, tu vois, ce que tu partageais sur la persévérance et sur ces success stories américaines, une phrase qui résume un petit peu ça. Ça dit désir, foi et persévérance. Le désir de réaliser quelque chose, la foi inébranlable en sa capacité et en son envie de le faire, et la persévérance pour continuer à avancer malgré les embûches qui se dressent sur son passage. Et ça, c'était vanté comme la clé de toute réussite, qu'elle soit professionnelle, entrepreneuriale, sportive ou quoi qu'il en soit. Oui, et j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit par rapport au café, et donc de penser à toute la chaîne de valeur qui avait permis de savourer ce café, parce que je pense que ça permet aussi peut-être de réguler un peu nos actes d'achat, dans la mesure où on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de publicité, beaucoup de tentations un petit peu partout, et les marketeurs sont très très forts pour nous donner envie d'acheter plein de choses et nous donner l'impression que ces achats matériels participeront à notre bonheur et à nous rendre heureux. Et peut-être que si on essaie d'inscrire notre démarche dans quelque chose d'un peu plus sain pour soi, et puis même d'un peu plus écologique, éco-durable, on pourrait se poser la question à chaque fois qu'on achète quelque chose, est-ce que les gens qui ont participé à le faire ont pris du plaisir à le faire? Est-ce qu'ils ont été heureux et épanouis en le faisant? Et je pense qu'en appliquant cette règle-là sur chacun de nos achats, déjà on achète beaucoup moins de choses, et en plus on a beaucoup plus de plaisir à consommer, parce que notre acte de consommation, il participe pas seulement à nous faire plaisir, mais il permet aussi de récompenser les compétences et les qualités des autres. Oui, ça s'inscrit dans une chaîne de relations, et cette chaîne de relations va nous apporter aussi nous, on va apporter de la satisfaction pour les autres, et les autres vont nous apporter de cette satisfaction. Et donc c'est un processus gagnant-gagnant. Et cette chaîne de relations, elle peut être donc au niveau du choix de ce que l'on consomme, effectivement. Ça peut être aussi au niveau d'échange de services. On peut être généreux dans ce que l'on propose comme service, et avoir en retour, on va être récompensé, parce que les autres, étant bien avec nous, vont eux aussi avoir envie d'être généreux avec ce qu'ils proposent. C'est pas uniquement des échanges matériels, ça peut être aussi des échanges de services. Et pour rebondir dans ce que tu disais sur le marketing, effectivement, c'est pas uniquement pour des produits matériels, mais c'est aussi pour des. Ils savent nous faire rêver quand on voit des gens, des influenceurs, ou ils savent nous faire rêver à des lieux, à être dans des endroits magnifiques. Donc ils savent créer
de l'envie et du besoin. Et donc, c'est à nous de faire le tri dans ce qui nous correspond vraiment et ce qui est simplement une satisfaction universelle mais superficielle. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'être sur un yacht dans un endroit paradisiaque, mais c'est peut-être pas... A priori, ça nous fera plaisir sur le moment, mais c'est peut-être pas ça qui va nous rendre heureux sur le long terme. Donc, il faut trouver en soi ce qui va nous épanouir. Et donc, on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire se connaître soi-même. Remplacer le sens hédoniste par le sens transcendantal, quoi. Et d'ailleurs, ça va Voilà, même plus loin que ça. Là, tu parlais des réseaux sociaux et donc des envies matérielles qu'on pourrait avoir, mais c'est même ça joue même sur le physique parce qu'on voit des corps parfaits, des visages parfaits dans tous les magazines, etc. Maintenant, il y a des miroirs partout, dans les salles de sport, chez soi, dans toutes les salles de bain. Et donc, on a vraiment cette relation au physique qui était complètement inexistante il y a quelques centaines d'années de ça, où il n'y avait pas de miroir, où il n'y avait pas de référentiel de beauté. Et donc, on n'avait pas ce stress de perfection physique, de perfection extérieure qui se vérifie à la fois d'un point de vue esthétique, mais aussi dans le fait d'avoir une belle maison, une belle voiture, une belle ceci, un beau ceci. Tu vois, la notion de beauté aujourd'hui prend des dimensions jusque-là inégalées et donne peut-être des objectifs et des stress qui devraient pas exister à la base. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé là des émotions négatives, du stress, de la colère, de la peur, de l'épuisement, etc. Mais on pourrait peut-être voir aussi des émotions positives qui, par exemple, on pourrait penser à l'effet placebo ou à la méthode Coué, l'effet placebo notamment qui fonctionne même parfois dans des études sur le cancer, tu vois, où on voit que l'effet placebo a un effet. Ça veut dire que sur des maladies aussi graves que le cancer, nos propres croyances, la biologie de nos croyances peut participer à nous guérir. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette biologie des croyances et de l'impact de nos croyances sur notre santé, sur notre capacité à nous auto-guérir, entre guillemets? Alors ça, c'est très étudié, et c'est même tellement étudié que dans les processus d'études pharmaceutiques, quand il y a un nouveau produit ou un nouveau comportement en psychologie, eh bien, on tient compte de cet effet placebo, c'est-à-dire que pour qu'une molécule ou pour qu'un comportement soit jugé efficace, il faut qu'il soit meilleur que l'effet placebo. Et l'effet placebo, ça peut avoir une taille d'effet assez importante. Et donc, on peut avoir des améliorations sur une mesure de 20 à 30%. Donc, c'est énorme sur un symptôme physique, par exemple. Donc, on va juger, on va évaluer tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les différentes stratégies, par exemple de régulation émotionnelle. Elles sont évaluées par des équipes, des gens qui travaillent très dur et qui sont très rigoureux, et qui se critiquent entre eux. Et donc elle va être évaluée par rapport à cet effet placebo. On sait très bien que l'effet placebo, voilà. Donc on va avoir des groupes témoins qui vont aussi avoir l'effet placebo et qui vont eux ne pas bénéficier du paramètre qu'on va étudier. Donc on arrive quand même à des évaluations assez fines, beaucoup plus fines que les impressions qu'on peut avoir nous dans la vie courante en expérimentant un comportement. Parce que, par exemple, si je fais de contrôle respiratoire, je vais me sentir mieux, mais donc moi, ça va me suffire pour dire le contrôle respiratoire me fait me sentir mieux. Mais si ça se trouve, c'est peut-être le fait de s'être posé pendant 5 minutes, c'est peut-être pas le contrôle respiratoire, c'est peut-être autre chose. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir. Alors que les études scientifiques, elles vont mesurer, elles vont différencier tous ces facteurs. Et l'effet placebo, c'est un effet qui est très très connu et qui est très très puissant. Donc, pour en revenir à ta question, le fait de convoquer des émotions positives, oui, ça fonctionne. Hein. Les gens critiquent en disant c'est une histoire de bisounours mais effectivement ça fonctionne. Après ça, bon, c'est pas une baguette magique, mais ça fonctionne. Et il y a des éléments qui vont plus loin que la simple méthode Coué, parce que la simple méthode Coué, c'est de l'autosuggestion, c'est-à-dire qu'on va se persuader d'un truc dont on ne sait pas s'il existe vraiment. Alors que la psychologie positive, c'est mieux que ça. C'est-à-dire, c'est de se rendre compte de ce qui existe vraiment de positif en soi. Et donc là, on va focaliser notre attention sur nos réussites, nos qualités, sur ce qui va bien et sur des émotions positives, mais qui existent vraiment. Donc là, c'est pas de l'autosuggestion. C'est vraiment focaliser son attention sur des choses positives qui existent
Et donc ça permet effectivement de mettre à distance les pensées et les émotions négatives et de les alors je dis émotions négatives, mais ça veut pas dire qu'elles sont toutes nuisibles, hein. Les émotions négatives sont utiles, hein. Ce sont des messagers, mais on va parler plutôt d'émotions désagréables. On va mettre à distance ces émotions désagréables en utilisant des émotions positives qui elles vont nous faire du bien, non pas par l'autosuggestion comme dans la méthode Coué, mais parce qu'elles existent vraiment, parce qu'on a vraiment éprouver telle ou telle émotion positive dans une situation réelle. Donc ça pourrait valoir le coup, par exemple, tous les matins de prendre 5 minutes et de se dire, par exemple, je suis courageux parce que j'ai réussi à escalader telle falaise et puis j'ai une vie familiale épanouie parce que j'aime ma fille et j'aime ma femme. Je suis épanoui professionnellement parce que ceci et parce que cela, ou j'ai de la gratitude pour mon corps parce qu'il me permet de bouger, de marcher et de courir sans douleur. Oui, c'est prendre conscience de ses forces et talents pour justement non pas pour augmenter son ego, mais pour contrebalancer toutes ces influences négatives qui font que chaque fois qu'on a un échec ou chaque fois qu'on a une difficulté, ben on va douter de soi. Donc ça permet de contrebalancer. C'est simplement un équilibre. Et d'autre part, donc il y a des gens qui ont étudié cette façon de faire. Alors ils conseillent plutôt le faire le soir plutôt que le matin, au moment de l'endormissement, parce que là on est serein, et puis la journée vient de se passer, donc on a encore tout en mémoire. Et donc c'est l'exercice des 3 bienfaits par jour, ou en France on appelle ça les 3 kiffs par jour. Donc de mémoriser pendant un quart d'heure, 5 minutes pour chaque épisode. Donc un quart d'heure, trois épisodes qui nous ont fait du bien pendant la journée. Soit on a réussi quelque chose, on a eu une relation intéressante avec quelqu'un, on a échangé, on a passé un bon moment. Donc et plus on va y mettre de détails, et plus ça va nous faire du bien. Et ça a été très très étudié, donc notamment par Martin Seligman, qui est un psychologue donc qui a lancé cette notion de psychologie positive dans les années 2000. Et donc ça a une efficacité sur le ressenti qui peut, si on fait ça pendant 15 jours, ça a une efficacité qui va aller en diminuant, mais qui va durer pendant 6 mois. Et donc le fait de faire cet exercice 15 minutes tous les soirs pendant 15 jours va avoir un effet prolongé pendant plusieurs mois. Et au bout de ces plusieurs mois, soit on recommence une nouvelle série, soit on a pris le pli de repérer les choses positives et on n'a plus besoin de le faire. Ça, c'est déjà un truc que je fais un petit peu, où tous les soirs dans mon lit, avant de m'endormir, mais du coup, je visualise pas assez parce que je le fais pendant juste 2-3 minutes où je réfléchis aux choses positives, aux choses pour lesquelles j'ai de la gratitude qui sont passées dans ma journée, mais je prends pas le temps de vraiment les visualiser avec autant de détails que ce que tu précises, mais j'essaierai. Et est-ce qu'il y a d'autres routines ou hacks que tu utilises toi personnellement pour être plus heureux, plus performant Alors moi, ce qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, c'est d'une part l'acceptation, parce que j'étais pas du tout là-dedans avant. Je connaissais pas ces notions-là, et donc l'acceptation, ça permet déjà j'étais dans la lutte pour pouvoir bien faire, avec l'envie de bien faire. La plupart des gens qui ont envie de bien faire, ils vont essayer de lutter contre leurs émotions négatives, contre leurs pensées négatives, alors que là, donc, ça m'a permis déjà de prendre de la distance. Ça permet de prendre la distance. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est voir les choses autrement. Aussi, ça m'a permis de contrebalancer mes pensées anxieuses. Et le troisième, c'est l'activité physique ou l'implication dans une action, quelle qu'elle soit. Et moi, c'était dans cette action de rechercher, de trouver des recherches en psychologie et en neurosciences qui étaient utiles, qui avaient des applications, de la traduire dans un langage simple et de la partager avec les autres. Donc moi, c'est une activité qui m'implique, qui m'engage, que j'aime. Et donc ça, c'est un énorme moyen de régulation des émotions aussi. Et puis quand j'ai trop de choses à faire, parce que comme tout le monde, je suis un peu débordé, eh bien à ce moment-là, c'est l'acceptation de cet état de fatigue et de me dire je vais trouver un moment pour
pour lâcher prise, pour faire du contrôle respiratoire, de la pleine conscience, ou de la marche, ou de l'exposition à la nature, c'est-à-dire un moment où je vais laisser tomber la pression. Et ça, je l'ai appris avec le temps, puisque au début, j'avais pas du tout envie de faire ça. Bah oui, oui, là on en revient un petit peu à l'importance du chemin. On est dans un monde de l'immédiateté où on a envie de trouver directement la voie idéale, le truc parfait qui nous convient parfaitement, etc. Alors qu'en réalité, la vie c'est un chemin et il faut être un explorateur, il faut être dans l'expérimentation, tester plein de choses. Et je parle pas seulement d'un point de vue professionnel, mais même vis-à-vis de ses passions, vis-à-vis du sport, vis-à-vis peut-être même de ses relations sociales, de la nutrition, etc. Tu vois, tout est individuel. Et avec ce podcast, par exemple, j'essaie de donner un terreau de réflexion qui va permettre à chacun justement d'avancer sur son propre chemin. Mais il appartient à chacun, il n'y a pas de formule magique, il appartient à chacun de se réaliser. Et ça prend du temps et ça se fait petit pas par petit pas. Et puis, c'est une route infinie. Et donc, il faut justement aimer le chemin plus qu'attendre un objectif. Donc, Voilà. je suis tout à Atteindre fait un objectif est en phase avec stressant. ça. Et je trouve... Atteindre un objectif, c'est quelque chose de stressant. Bon, il faut avoir un objectif, mais il faut pas oublier que c'est stressant, alors que progresser par petits pas, ça amène des satisfactions à notre réseau de la récompense. Et notre réseau de la récompense, il a besoin de satisfaction tous les jours. Il n'a pas besoin d'avoir un objectif pour dans 3 ans. Là aussi, ça c'est pas suffisamment motivant. Alors si on a des satisfactions tous les jours par des petits progrès, par petits pas, voilà, intermédiaire, ça va exactement, ça va booster notre réseau de la récompense et notre motivation. Et donc, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que on a tous des motivations qui sont différentes. On a tous les mêmes structures, de la même façon qu'on a tous 2 yeux, un nez, une bouche, mais qu'il n'y a pas 2 visages pareils. On a tous les mêmes moteurs de motiver, les réseaux de la récompense, les réseaux de l'évitement, les réseaux de l'attention, de la mémoire, etc. Ils sont tous globalement câblés pareil. Par contre, il y a des énormes variations individuelles, et donc il faut se connaître soi-même pour connaître nos propres motivation, nos propres objectifs et nos propres chemins pour y arriver, puisque les chemins vont être tous différents. Et toi, personnellement, est-ce que tu as des objectifs ou des rêves? Est-ce que tu pourrais nous en citer 3 que tu aimerais réaliser dans les années à venir? Oui, alors j'en ai. Oui, le plus dur, ça va être de choisir parce que j'en ai tellement. Donc là, ce serait un prochain livre sur le sujet de la neuroplasticité, de justement de ces capacités du cerveau justement qu'on ne connaît pas assez, me semble-t-il. Ça c'est un objectif. Un deuxième objectif, c'est de pouvoir diffuser ça à un plus grand nombre de personnes. Là, actuellement, ma cible, c'est plutôt les entreprises, puisque ce sont elles qui me sollicitent. Mais j'aimerais que ça soit aussi que ça se développe dans les écoles, que ces connaissances se développent dans les écoles ou dans différents milieux professionnels. Et puis aussi, j'ai des objectifs personnels de découvrir le monde, de découvrir certaines civilisations. Là, j'ai un projet de voyage en Inde, par exemple. J'ai des contacts et donc c'est de rencontrer des gens qui sont intéressants et qui changent le monde. Tu as cité la diffusion de toutes ces connaissances, notamment dans les écoles. Et moi, justement, je suis papa d'une petite fille qui a 19 mois, 20 mois peut-être maintenant. Et est-ce que tu aurais des conseils à me donner, moi en tant que père, ou elle, pour lui permettre de mieux gérer ses émotions, même de façon, même sur un sujet qui n'a rien à voir avec les émotions? Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Alors les enfants, à la différence de nous, bon, ils ont beaucoup plus de capacités, ils sont beaucoup plus ouverts, ils ont moins de jugement critique et donc ils sont beaucoup plus ouverts à la nouveauté. Donc ils acceptent les apprentissages. Ils sont beaucoup plus doués que nous pour ça. Mais par contre, ils ont une capacité d'attention et de projection dans le futur qui est beaucoup moins importante. C'est normal. Ils n'ont pas encore développé leur réseau frontaux qui permet de réguler, d'anticiper les choses. Par contre, donc il faut être dans l'immédiateté, dans le moment présent. Il faut leur donner des motivations qui
qui leur donnent envie de faire des choses qu'ils ne savent pas encore faire, mais avec un résultat immédiat. Donc tout ce dont on a parlé, ça peut être utilisé. Par contre, on va pas faire de la réévaluation cognitive, c'est un peu trop compliqué. Mais par contre, toutes les activités sur le moment, si tu fais telle chose, tu vas avoir telle satisfaction, ou au contraire, tu vas avoir telle. Donc c'est de l'apprendre, les éveiller, quoi, les éveiller à différentes choses, sous forme de jeu, les faire penser, voilà, comment tu pourrais faire pour résoudre telle ou telle situation, et on va être souvent étonné par leur créativité et leur ouverture. Et cette fois-ci, pour les adultes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un défi à leur donner pour les 15 prochains jours? Alors on pourrait dire par exemple apprendre à accepter ses émotions déjà. Chaque fois qu'il y a quelque chose de désagréable qui arrive, essayer d'analyser quelle émotion est en jeu. Est-ce que c'est de la peur, de l'anxiété, ou est-ce que c'est de la colère, de l'irritation? Est-ce que c'est du dégoût? Est-ce que c'est du ressentiment? Est-ce que c'est de la culpabilité? Essayer d'analyser, de mettre en mots sur une émotion, et puis de l'accepter, parce que chaque émotion a son rôle, même les plus désagréables, même la honte, même la culpabilité ont un rôle. Donc se dire qu'est-ce que m'apporte cette émotion et comment je peux la dépasser. Par exemple, ça peut être ça, ou alors ça peut être aussi côté positif, les 3 bienfaits, se donner comme objectif de réaliser l'exercice des 3 bienfaits par jour, d'aller sur un site pour voir un petit peu comment il faut faire avec tous les petits détails, et puis de le faire, de se donner 15 minutes tous les soirs pour faire ça. Ou ça peut être aussi de faire 15 minutes par jour de contrôle respiratoire avec une petite application, genre Respire Relax, pour faire 5 minutes de respiration, de contrôle respiratoire le matin, 5 minutes le midi et 5 minutes le soir. Voilà, trois idées comme ça. De cohérence cardiaque. Écoute, super. Super, écoute, ça va nous donner un petit peu de travail, c'est parfait. Voilà. Et justement, tu vois, sur cette partie acceptation des émotions, depuis que j'ai lu ton livre qui s'appelle Ces émotions qui nous contrôlent, j'expérimente, et je m'aperçois que le simple fait de l'accepter permet aussi de prendre de la distance vis-à-vis de cette émotion, de l'observer, tu vois, en prenant un petit peu de hauteur, plutôt qu'elle soit simplement viscérale et qu'elle nous contrôle. Et c'est vrai que c'est assez dingue, parce que c'est pas vraiment l'outil auquel on penserait en premier lieu et de prime abord, et pour autant il est extrêmement efficace. Donc merci pour ce partage. C'est toute la difficulté. Est-ce qu'il y aurait un livre et un prochain invité que tu me recommanderais? Alors ça, j'ai pas pensé à ça. Il y en a plein. Alors moi, dans ma partie côté neurosciences, il y a un type qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui est un chercheur de très haut niveau et qui a fait un livre de vulgarisation des neurosciences qui s'appelle Face à face avec son cerveau, avec de très belles images, mais en même temps des petits textes à chaque fois en face qui sont de très haut niveau, mais qui sont en même temps nous donnent une idée un peu des neurosciences. Par exemple, voilà. Après il y en a plein d'autres, hein, mais voilà une idée de livre à lire. Et c'est lui aussi que tu me conseillerais d'inviter? Oui, je ne sais pas s'il aura le temps de venir. Il y a aussi Lionel Nakache aussi, qui est un neuroscientifique qui travaille à la Pitié aussi, qui est fabuleux, qui a des tas d'idées, qui est bouillonnant d'idées, qui est toujours passionnant. Je ne sais pas s'ils auront le temps de venir, parce qu'ils sont très 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 sollicités. Dans les personnes, il y a aussi, je pense, je leur dirai qu'ils ont été recommandés par Bernard. Voilà. Et puis il y a Ilios Kotsou aussi qui s'occupe qui travaille beaucoup dans la pleine conscience et dans la psychologie positive aussi, qui est très est toujours passionnant. Il y a Rebecca Shankland qui est une chercheuse de Lyon, qui est la référence de la psychologie positive en France. Super, ça me fait une belle liste. Voilà. Puis je pense à un chef d'entreprise aussi. Alors attends, il faut que son nom me revienne. Non, il me revient pas. Bon, ce sera pour une autre fois. Mais voilà, là j'ai cité que des. Tu me l'enverras par mail. Voilà, je l'enverrai, parce que je voudrais pas citer que des scientifiques. Je voudrais citer des gens aussi qui sont dans l'entreprise.
C'est gentil. Bah écoute, ouais, ça m'intéresse. En tout cas, les scientifiques que tu as cités ont l'air très intéressants. Et puis un chef d'entreprise, moi-même qui suis entrepreneur, j'apprécierais beaucoup avoir l'opportunité d'échanger avec lui. Donc n'hésite pas à m'envoyer ça par mail. Et donc si on est une entreprise, pour te suivre, te contacter, je suppose que ça se fait sur LinkedIn. On peut citer aussi tes différents ouvrages. Donc le dernier, c'était Ces émotions qui nous contrôlent. Tu en as écrit d'autres avant sur ces mêmes sujets. Qui nous dirige, pardon. Il y en a d'autres que tu voudrais mettre en avant? Dans le monde de l'entreprise, c'est les talents cachés de votre cerveau au travail, qui était en 2019 ou 2020. Et puis je mettrai tous les liens de toute façon dans l'article lié. Voilà, et toujours chez Erol. Et puis pour les personnes qui ont des problèmes de pensée intrusive et de rumination, c'est je rumine, tu rumines, nous ruminons. J'adore. Bah écoute, donc de toute façon, tous les liens seront dans l'article lié. Tu m'avais dit que tu avais jusque 10h30, il est 10h29, donc je pense qu'on est plutôt pas mal niveau timing. Je te propose juste pour terminer de faire un petit check-out, faisant écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast. Qu'est-ce que tu as pensé de cette conversation et avec quelle énergie est-ce que tu repars pour le reste de ta journée? Et donc c'est l'avantage des conversations, c'est qu'on va partir dans des tas de domaines différents, et donc ce que tu évoques va me donner des idées, et moi ce que j'évoque va te donner des idées. Donc c'est tout l'avantage de la conversation ouverte. Donc ça c'est très énergisant parce que ça évoque des idées. Il y a une stimulation mutuelle, et donc ça évoque des idées. Alors bien sûr, après on a toujours envie d'aller plus loin, mais ça nous permet d'aller sur l'essentiel. Et donc moi j'adore parce que ça me permet de transmettre. Alors bien entendu, c'est juste une amorce, hein, c'est un petit électrochoc pour que les gens aient envie d'aller voir plus loin. Mais j'espère que ça donne envie aux gens de creuser un peu le sujet, parce que il y a vraiment des choses qui permettent d'améliorer nos vies à la fois professionnelles et personnelles dans tous ces domaines. Oui, bah, comme tu le dis, c'est très énergisant, et c'est un sujet qui est infini. Donc, on aurait très bien pu parler pendant 2h30 comme ça, et ça aurait été avec grand plaisir. Mais voilà, ça permet déjà d'avoir quelques outils, quelques petits hacks, comme j'aime les appeler, pour mieux vivre. Et ceux qui auront envie d'aller plus loin peuvent lire tes ouvrages. Et également te suivre sur LinkedIn, parce que tu partages souvent des petits articles que tu écris qui sont toujours très, très intéressants, et pas uniquement sur les émotions, mais aussi sur le fonctionnement du cerveau, sur les neurosciences, sur l'application qu'on peut en faire dans la vie de tous les jours, dans notre travail, etc. Donc c'est super intéressant. J'étais ravi de faire ta connaissance, Bernard. Et merci également pour la belle liste de prochains invités que tu me recommandes, parce que c'est un sujet que j'ai envie de creuser. Donc je suis content d'avoir quelques noms à mettre sous la dent pour poursuivre ces podcasts sur les neurosciences. Voilà, mais j'aurais plaisir à suivre ce podcast. Et je te souhaite une belle journée. Je te dis à très bientôt. Merci. Et puis j'aurais plaisir à suivre les autres podcasts aussi, pour voir un peu ce que disent les autres personnes sur ta chaîne. C'est gentil. Bah écoute, tu es le bienvenu. Tu pourras t'inscrire à la newsletter, comme ça tu rateras aucun épisode. Et en même temps, j'y partage quelques-unes de mes découvertes, de mes expériences, de mes réflexions personnelles 2 fois par mois. Donc c'est le bon endroit pour nous suivre. À bientôt, Bernard. Merci. Bye bye. Hop, pas si vite. Avant de t'en aller, j'ai encore 2 petites choses à te dire et une surprise. Il y en a pour 30 secondes, c'est promis. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage 2 fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet outro. À vous. Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette Limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. À bientôt!